Alors nous allons voir maintenant un dossier qui va concerner les plaies des parties molles et ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire pouvoir évaluer les complications précoces devant une plaie des parties molles. Alors, ce dossier concerne un homme de 35 ans, amené aux urgences par les pompiers pour une plaie de la main droite, alors qu'il bricolait chez lui. Alors, il est en train de scier une planche de bois avec une scie sauteuse quand celle-ci a dérapé, hélas. Et les pompiers vous amènent un sac plastique contenant une partie de la phalange distale du pouce. Ils vous signalent également une plaie profonde de la paume de la main. Et les constantes chez ce patient sont bonnes. Pouls à 80, TA à 12,8 et une bonne saturation. Alors, première question. Comment menez-vous l'interrogatoire face à cette plaie de la main? Vous avez 3 minutes. Face à une plaie de la main, ou une plaie des parties molles en général, il faut impérativement faire préciser au patient quels sont ses antécédents. Un patient diabétique ou avec des problèmes d'ordre autres médicaux ne sera pas forcément pris en charge de la même façon. Deuxièmement, et comme toujours face à toute plaie, le vaccin antitétanique. Est-il vacciné? Depuis quand? Quand ont été faits les rappels? Absolument fondamental. Celui qui ne met pas le vaccin antitétanique a 0 à la question. Alors ensuite, d'autres points qui sont importants à préciser dans le cadre des plaies de la main, que sont la latéralisation, est-il droitier, est-il gaucher? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quelle est sa profession? Et quelles sont ses activités sportives ou de loisirs? Question 2. Donc, on vous a signalé que
le pouce était partiellement amputé, au moins au niveau de sa phalange distale. Donc comment allez-vous conditionner le fragment amputé? Vous avez 2 minutes. Alors, le conditionnement est très important, car c'est lui qui va faire le pronostic de cette amputation. Si le fragment est mal conditionné et mal conservé, à ce moment-là, le fragment ne pourra pas être utilisé pour la réimplantation ou pour la greffe de certains de ces éléments. Alors le fragment doit être mis au sec, dans un flacon stérile, de préférence, et posé sur de la glace. Posé sur de la glace, et surtout, pas de contact direct du fragment amputé avec la glace. Pourquoi? Parce que la glace entraîne des brûlures. Donc, si vous avez un fragment conservé qui est brûlé, ben, vous ne pourrez plus l'utiliser. Enfin, il faut étiqueter donc, le flacon ou le sac qui contient le fragment amputé et l'amener au bloc opératoire pour qu'il puisse être rapidement conditionné. Troisième question, donc vous déballez le pansement. L'amputation du pouce donc, siège en trans P2, c'est-à-dire à travers la deuxième phalange du pouce, et elle est très hémorragique dès l'ablation de la compresse. La deuxième plaie siège au niveau de la paume de la main, comme on vous l'a signalé. Alors, question, quels sont les éléments nobles pouvant être atteints par la plaie de la paume? Vous avez 3 minutes.
Alors, les éléments nobles passant dans une paume de main sont la gaine des fléchisseurs, les tendons fléchisseurs. Donc, toute plaie palmaire peut entraîner une effraction de la gaine qui peut aboutir secondairement à un phlegmon, donc un phlegmon par contamination directe. Et également, donc, une plaie tendineuse peut être partielle ou complète. Enfin, vous pouvez avoir une section des nerfs sensitifs, qu'on appelle les nerfs collatéraux des doigts, ou une section des nerfs moteurs, notamment de la branche ténarienne du médian, donc qui mobilise le pouce, ou de la branche motrice du nerf ulnaire. Voilà un exemple d'une plaie du pouce, une petite plaie du pouce qui ne semblait pas bien méchante, avec à l'exploration une lésion d'un nerf collatéral, donc qui a dû être suturé sous microscope. Alors, en examinant votre patient, vous constatez qu'il existe une petite plaie au dos de l'interphalangienne distale du majeur. Quelle lésion pouvez-vous craindre face à une plaie de cette localisation? Vous avez 1 minute. Alors, les éléments qui passent sur le dos du doigt sont le tendon extenseur, bien sûr. Là, on voit que le tendon extenseur a été abîmé, mais également, et très important, on peut avoir une effraction articulaire qui peut exposer au risque d'arthrite septique lorsqu'elle n'est pas traitée correctement. Question 5. Donc, face à cette plaie donc, de la paume de la main, comment est-ce que vous allez rechercher une lésion nerveuse? Vous avez 2 minutes.
Alors, on a vu que dans la paume de la main, vous aviez des nerfs sensitifs et des nerfs moteurs. Donc les nerfs sensitifs, vous allez les explorer en testant la sensibilité des pulpes. D'accord ? Donc vous avez 2 nerfs par doigt, ça fait donc 2 hémipulpes que vous voyez ici. Vous avez un nerf collatéral radial et un nerf collatéral ulnaire qui vont donner la sensibilité des hémipulpes. Alors, pour ce qui est des nerfs moteurs, des petits nerfs moteurs, on a vu qu'il y en avait 2 essentiellement. Donc vous avez les ténariens externes, donc, qui sont innervés par le médian et qui va vous donner un déficit en cas de lésion de l'opposition du pouce. Donc le patient ne pourra pas opposer son pouce par rapport aux autres doigts. Et enfin les interosseux, motricités interosseux, innervés par le nerf ulnaire. À ce moment-là, le patient ne pourra pas bien écarter les doigts. Question 6. Comment allez-vous gérer aux urgences le saignement du pouce ? On vous a dit que le pouce était très hémorragique dès que vous avez retiré la compresse. Vous avez 1 minute. Alors surtout, ce qu'il fallait répondre dans cette question, c'est pas de garrot. D'accord ? Une plaie hémorragique, on ne met jamais de garrot de prime abord. Le plus souvent, un simple pansement légèrement compressif suffit à faire cesser le saignement de la grande majorité des plaies. Donc on ne met un garrot que quand le pansement compressif, légèrement compressif, n'est pas suffisant. À ce moment-là, on se résout à mettre un garrot, mais il vaut mieux éviter de mettre un garrot de prime abord. Question 7. Quelle est votre conduite immédiate aux urgences lorsque vous avez examiné votre patient, vous avez fait le bilan des lésions, à ce moment-là, vous avez décidé le traitement. Vous avez 3 minutes.
Alors, aux urgences, face à ce tableau d'un patient qui, de toute évidence, va passer au bloc opératoire, donc vous allez commencer par lui mettre une perfusion. Vous prescrivez une perfusion à l'infirmière et vous lui demandez également de prélever, bien évidemment, un bilan préopératoire qui consistera le plus souvent en une hume, puisqu'il a saigné, une hémostase avec un groupe. Ensuite, vous faites un pansement antiseptique. À partir du moment où vous avez une plaie qui va passer au bloc, il faut bien évidemment réaliser un pansement antiseptique. Également, face à une plaie profonde, il faudra commencer une antibioprophylaxie. Exemple, augmentin 1 gramme intraveineux. Et également, bien évidemment, des antalgiques intraveineux. Puis, une fois que vous avez prescrit ces 4 éléments, à ce moment-là, vous envoyez le patient à la radio pour faire une radio de la main. Et, bien évidemment, le patient sera hospitalisé à jeun, bloc, anesthésiste et chirurgien prévenu. En conclusion de ce dossier, ce qu'il faut retenir, c'est que toute plaie profonde des parties molles en regard d'un trajet vasculo-nerveux ou tendineux doit faire l'objet d'une exploration au bloc opératoire.